J'ai entre les mains une paperole qui est la seule paperole appartenant, qui est originaire de Vence. Les autres, ça a été des cadeaux offerts, mais celle-ci, elle est vraiment de Vence. Elle est monochrome orange avec un fond bleu concave. Donc c'est aussi une paperole reliquaire puisqu'on a les os de certains saints avec un médaillon avec un os à l'intérieur. Et celle-ci, elle est attaquée par un champignon qui ronge le papier. Là, je suis au deuxième nettoyage, c'est-à-dire que là, je viens de saupoudrer avec du bicarbonate à sec, parce qu'il faut le tuer, il ne faut pas laisser une seule souche, parce que quand je vais refermer la boîte, dans 2 ans, ça va revenir, on va recommencer. Donc là, pour l'instant, je saupoudre. Voilà, c'est toute la poudre blanche et de bicarbonate. Je vais laisser macérer ça à peu près 2-3 jours. Et après, avec des petits pinceaux de poils très doux, je viens frotter. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir l'exemple. À certains endroits, je vais venir frotter avec mon pinceau et du coup, le champignon va partir plus facilement. Qui s'agrippe au papier, donc on le voit ici. Donc il y a eu un premier nettoyage. On enlevait déjà le plus gros. Là, je suis au deuxième nettoyage, donc j'ai saupoudré de bicarbonate à sec, parce que le bicarbonate va tuer le champignon. Il ne faut pas qu'il reste une seule souche. Donc je vais laisser à peu près 3-4 jours comme ça, en frottant de temps en temps. Parce que si je laisse une seule souche au moment de la restauration, si je referme la boîte, ça va recommencer, elle va se refaire manger. Donc une fois que j'aurai nettoyé centimètre par centimètre avec mes différents pinceaux pour entrer dans les interstices, pour enlever le maximum le champignon, je vais venir avec un aspirateur, sous l'embout de l'aspirateur, je vais mettre une gaze pour aspirer que la poudre, mais pas les petites pièces. Et puis après, avec toutes les interstices, je vais avec la bombe à air comprimé enlever le reste de poussière. Je vous montre sur un exemple, pas là parce que ça va voler. Et après, je vais venir, toujours pareil, je découvre la pièce centimètre par centimètre. Je vais venir regarder les manquants. Est-ce que je dois reconsolider au niveau du collage? Est-ce qu'il manque une pièce? Est-ce que ce petit cône, s'il manque un petit cône, ce petit cône qui se balade là, alors je prends ma petite pince. Je récupère mon petit cône comme ça et je vais venir voir où est-ce que je dois pouvoir le positionner. Et une fois que tout sera bien recollé, je renettoie une dernière fois. Et pour relustrer l'or, j'utilise une pierre de jade. Quand on frotte, ça ravive l'or et ça lui redonne de l'éclat. Ah, c'est ce dont on se sert également sur les chasubles, pour toutes les coutures en fil d'or. Donc la pierre de jade, elle est très très utile. Donc je vais venir vraiment frotter tout doucement. Et l'or, il va se mettre à briller. Voilà. Donc là, ça va être un travail de très 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 longue haleine. Et donc voilà, j'ai des petites pièces qui se baladent aussi un petit peu partout. Donc heureusement que j'ai mes petites pinces. Je vais chercher mes petits cônes. Alors à certains endroits, si je n'arrive pas, si je vois qu'il reste encore un petit peu de mousse de champignons, je vais venir faire un petit mélange entre du vinaigre blanc, de l'alcool modifié et de l'eau, et avec un grand. Puis si certaines pièces, la couleur elle est un petit peu partie, là j'ai des encres, je fais mes petits mélanges sur un petit papier, je fais mes petits mélanges, je le teste après sur un petit papier, sur un fil de papier, j'attends que ça sèche et je viens comparer si je suis pile poil sur le monochrome de l'orange. Et là, je viens appliquer au pinceau très 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 fin, je viens appliquer une petite touche d'encre. Pour que je les retrouve, ça a glissé quelque part. T'imagines ? J'ai vu une paperole là-bas, il y a des seaux autour du cadre. Mais vraiment autour, quand tu rentres tout de suite sur la gauche, c'est la deuxième. Ouais. Celle-là, elle a quand même une valeur plus importante que les autres, parce qu'elle est quand même scellée de tous les temps. Oui, je le tiens toujours en même temps, mais quand je commence quand même quelque chose, j'essaie de ne pas trop le laisser trop longtemps. Alors vous aviez ceux qui allaient chez les imprimeurs et qui faisaient couper des bandes de papier de la même dimension. Certaines étaient dorées sur la tranche, d'autres non. Alors les dorées sur la tranche, c'est le même procédé que pour les livres. Quand on dore un livre à la tranche, voilà. Alors là, ils prenaient des paquets de papier qu'ils doraient
et puis ils coupaient. Voilà. Alors les sœurs prenaient donc ces papiers et elles les roulaient, soit autour d'une plume d'oiseau coupée, très fin. Alors elles fendaient la pointe de la plume, elles rentraient le papier dans cette petite ouverture, et puis elles roulaient, et puis ensuite elles le collaient, avec autant que possible de la colle de lapin, parce que c'est une colle qui ne tache pas et qui ne durcit pas. Parce que les colles qui durcissent, des fois avec l'humidité, elles se rétractent et ça fait décoller le papier, ou alors ça le tâche. Or là, elles sont parfaites. Alors, les reliques étaient intégrées dans la paperole, ou alors faisaient l'objet d'une présentation spéciale. Alors là, vous avez les os, avec le mur des saints qui s'y trouve, et au milieu, c'est une relique de Saint Louis de Gonzague. Il y avait beaucoup d'attachements de la commune de Vence, enfin de la paroisse de Vence, à Saint Louis de Gonzague, notamment dans un grand tableau. Alors je ne sais pas, peut-être qu'un évêque connaissait particulièrement Saint Louis de Gonzague et a voulu l'introduire. Ça, c'est la seule paperole qui soit vraiment d'ici, de la paroisse de Vence, dans la cathédrale. Après, les autres ont été apportés. Alors, j'ai donné une partie de ma collection parce que, bon, on va pas tout garder, personnellement. Et puis, autour de ça, quand l'occasion se présentait, l'association en a acheté. Voilà, en vente publique. Comme là, on va avoir dans quelques jours, on a une vente où vont se vendre ces 5 paperoles. Parmi 30, on en a sélectionné 5 et j'espère qu'on pourra les acheter. Si on a suffisamment d'argent, donc on a ouvert une souscription. Cette souscription permettra, d'abord pour les personnes qui souscrivent, de déduire des impôts, les 60%, et ensuite de payer la différence. Voilà. Alors, les paperoles, je crois que si vous voulez qu'on en parle mieux, il faudrait aller sur place, oui, dans la pièce du fond, où je pourrais vous montrer les exemples. On va y aller. Voilà. Venez. Alors, nous sommes là dans la salle de présentation des paperoles. Ça va permettre de vous expliquer les différentes catégories de paperoles et leur cheminement. Une des premières que nous avons en date, c'est peut-être la paperole de la Vraie Croix, qui est ici. C'est un rassemblement d'éléments différents. Dans le losange central, il y a un petit morceau de la Vraie Croix collé derrière la croix en cristal, avec le sceau rouge qui est la garantie de l'évêque que c'est bien conforme. On a ensuite 3 paperoles de voyage, de poche, et qui sont faites aussi en paperole elles-mêmes. Donc c'est une paperole dans les paperoles. Et puis vous avez des ossements. Alors chaque petite cartouche comprend une multitude d'ossements avec les noms écrits. Voilà. Là, ce sont des paperoles qui ont été faites avec du papier doré à la feuille avant de les rouler. Alors là, vous avez un autel qui est constitué d'environ 3000 morceaux de papier qui ont été découpés et collés. Mais quand vous pensez que pour faire une petite fleur ici, par exemple, il faut d'abord faire le pompon, le pistil, avec du papier coupé haché, qu'on maintient avec de la colle. On le colle en place. Ensuite, on prend des petits morceaux de papier qui ont tous la même longueur, qu'on roule, qu'on pince de chaque côté et qu'on vient coller sous le pistil. Autant d'opérations qu'il y a de pétales dans la fleur. Donc la fleur est terminée, on passe à la suivante, et ensuite, quand toutes les fleurs sont faites, on remplit l'espace avec des feuilles de papier roulées qui sont intégrées et qui sont collées. Alors pour faire ensuite le tableau lui-même, vous avez des colonnes
Alors les colonnes, on voit des petits morceaux de papier qui sortent. Ce sont des pointes de papier comme ça. Ça, ce sont des estompes qu'on utilise pour estomper les dessins. Mais elles font des petites estompes en papier. Elles coupent la pointe. Et la pointe, elles la rentrent dans les alvéoles de la colonne. Bon, c'est un travail gigantesque. On est médusé par la patience et le nombre d'heures, mais en fait, c'est leur raison d'être. C'est l'hôtel du château de Forcalquier. Alors, la famille Forcalquier est une famille noble qui est en pleine Provence et qui probablement devait avoir des relations particulières avec un couvent qu'il devait entretenir régulièrement. On leur porte un petit peu de légumes, on leur donne un peu d'argent, et en échange, le couvent a dû faire ce cadeau somptueux à la famille Aymar de Forcalquier. Alors, somptueux par le décor, la qualité du décor, mais surtout somptueux par la présence des 7 vers que constituent ces petits personnages, qui sont des vers filés de Nevers du XVIIe. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le duc de Nevers était un Italien, Gonzague, de la famille de Saint-Louis de Gonzague, d'ailleurs dont on a la relique là-bas, et que les Gonzague, propriétaires d'un duché en Italie voisin des Médicis, ont appris qu'une Médicis se mariait avec le roi, Louis XIV, et déjà avant son père. Donc, le Gonzague s'est précipité pour voir sa compatriote et lui a demandé avec insistance que le roi fasse ce qu'il peut pour faire venir à Nevers des verriers de Murano. Ce bâtiment qui... Bon, j'ai beaucoup d'architectes qui viennent et qui donnent leur avis. Ce n'est pas une copie, c'est une invention. Et cette invention, il a fallu d'abord la dessiner, ensuite la monter et ensuite la décorer. Alors, il ou elle avaient à leur disposition des bandes de papier et ils ont décoré et construit cet édicule qui est quand même extraordinaire. Alors, je dis il ou elle parce qu'il y a aussi des hommes dans les couvents, ne serait-ce que dans les liqueurs bénédictines ou les liqueurs les chartreux, voilà, qui faisaient aussi de leur côté leur béatille. Cette collection vient de Marseille et de Forcalquier. Il y a dans la région, à Avignon, à Villeneuve-les-Avignon, des chartreux. Et à Marseille aussi, il y a des chartreux. Et il n'est pas impossible que ça se soit fait par des chartreux. Parce que je vois mal des sœurs, des nonnes qui rentrent dans un couvent entre 18 et 20 ans, avoir les connaissances architecturales pour faire une chose pareille. Alors que c'est possible qu'un homme qui a fait l'architecture, qui se retire dans un couvent, peut s'occuper à faire des choses pareilles. Vous avez des paperoles comme celle-ci qui contiennent 15 ou 20 reliques. Vous avez celle-là qui est très belle, qui est 17e, avec un morceau de crâne et des reliques autour. Et puis vous en avez qui contiennent des objets. Alors là, celle d'en haut, à gauche, contient un petit émail de Limoges du XVIe siècle. C'est une petite plaque de Sainte Marguerite qui a sûrement été portée par quelqu'un qui l'a possédée dans un couvent pour que le couvent l'enlumine. Et du coup, d'une petite plaque, on a un petit tableau. De même qu'on portait des objets divers. Là-bas, nous, on a une très belle petite ivoire, une vierge en ivoire du XVIe sans doute, ou XVIIe, qui a été portée dans un couvent pour être enluminée, et on y rajoutait aussi des reliques. Alors les colporteurs étaient aussi très forts dans le choix des gravures qu'ils allaient chercher dans les fabriques de gravures, notamment jusqu'en Alsace et même en Allemagne, et rapporter des gravures et
presque toutes les paperoles ont de ces petites gravures. Alors certaines sont rehaussées, d'autres non. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci.